Bienvenue dans les faits Carl Zero. Le 13 octobre 2010, un jeune homme de 19 ans a été poignardé en plein jour dans une allée de Stein à 2 pas de Paris. Les règlements de compte ne sont pas rares dans cette banlieue pauvre, gangrénée par la violence et le trafic de drogue. Mais le jeune Guy Morel n'était ni un dealer, ni un chef de gang. Il est mort pour une très banale histoire de cœur. Le frère de sa petite amie désapprouvait leur relation. Alors peut-on parler de crime d'honneur? Peut-on parler d'une version moderne de Roméo et Juliette? Allons-y. Guy Morel, c'était quelqu'un que je considérais comme un frère, parce que j'ai grandi avec lui. Je savais qu'il avait une petite amie, mais je ne savais pas que c'était Anissa. Je ne savais pas qu'il avait des soucis avec ses grands frères. Jamais n'aurais pensé qu'un jour, voilà, le frère de sa petite amie allait le voir pour le tuer. Le coup était tellement violent que ça transperçait les poumons, le cœur et brisait une côte. Il n'y a pas eu moins de 3 déplacements de la police sur ces soi-disant lieux où il aurait pu jeter le couteau. Il n'a jamais été retrouvé. Il part du principe que, grosso modo, sans entrer dans les détails, il n'est pas l'agresseur, mais il a été l'agressé qui a été obligé de se défendre. C'est un crime d'honneur, puisque pour lui, il dit que c'est parce que sa sœur aurait perdu sa virginité avec Guy Morel. Donc il va tuer Guy Morel pour ça. Les parents de Guy Morel m'ont contacté pour la première fois et m'ont parlé de crime d'honneur. J'avoue qu'au départ, j'ai eu un peu de mal à comprendre. C'est dramatique. Nos parents, ils nous ont élevés pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette histoire de code d'honneur? Nous sommes le mercredi 13 octobre 2010 à Stein, commune de Seine-Saint-Denis, située à 10 minutes au nord de Paris. Il est 16h15 lorsque le jeune Guy Morel Yapo passe devant le bureau de poste du Clos Saint-Lazare. 1 heure plus tôt, sa mère lui avait demandé de lui rendre un petit service. Guy Morel était à la maison, tout seul, à être son donateur comme à son habitude. Il a reçu un coup de téléphone de sa maman lui demandant d'aller faire quelques courses et il a pris quelques notes sur les courses demandées. Il est allé effectivement juste à côté, dans quelques rues plus loin, au supermarché vers 15h30, 16h et il est revenu aux alentours de 16h, 16h15. C'est donc chargé de plusieurs sacs de courses que le jeune homme progresse dans l'allée qui mène à son domicile. Il n'a plus que quelques mètres à parcourir et plus que quelques instants à vivre, mais ça, il l'ignore. À cet instant, Natacha, la voisine de Guy Morel, est tranquillement installée chez elle. Un hurlement retentit dans l'allée. J'ai entendu crier en bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, j'étais à la fenêtre. Pour moi, parce que de la fenêtre, j'ai pas vu qui était à terre. C'est parce qu'on n'a pas reconnu. J'ai vu un jeune homme courir et j'étais sûre que par terre, c'était mon fils. Et puis quand je me suis approchée, j'ai dit mais c'est Guy Morel? Le lycéen d'origine ivoirienne gît sur le sol. Allongé sur le dos, il saigne abondamment. Dans sa poitrine et dans sa cuisse, 2 blessures à l'arme blanche. Plusieurs voisins se précipitent à son chevet pour lui porter secours. Bientôt rejoint par le médecin du quartier. On était à 2-3 en train de lui mettre là, tu sais, qu'on compressait sa plaie. Et puis quand vraiment le médecin est venu, depuis qu'on a vu la plaie, je me suis dit, c'est pas... Mais le médecin est venu par contre, oui, c'est là-bas on fait des massages cardiaques jusqu'à ce que les pompiers, que ça m'arrive, mais c'était vraiment trop tard, quoi. John, l'ami d'enfance de Guy Morel, est prévenu par texto. Il se précipite sur les lieux. Je me suis dit, oh, bon, je cours, j'arrive, je vois elle est par terre, l'ambulance.
moi, honnêtement, quand je suis arrivé, je me suis dit, elle n'est pas mort. J'ai vu l'ambulance, il soignait. Après, c'est là qu'il y a des gens qui me disaient, non, je crois qu'il est mort. Ça commençait à être sérieux. Là, j'ai dit, c'est là qu'après, je suis pas resté très longtemps parce que je pouvais pas le voir par terre. Je ne supportais pas, c'est vrai que j'ai fait demi-tour. Alors que les enquêteurs de la police judiciaire se déplacent sur les lieux, le jeune homme rend son dernier souffle, allongé sur le bitume de l'allée qui conduit à son appartement. Il est 17h55. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à la maman de ce garçon? C'est ce que je me suis dit. Mais pour moi, oui, c'était vraiment... c'était pas normal, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être par terre? Puis il y a ma mère qui m'appelle et qui me gueule, Guy Morel est mort, Guy Morel est mort, je vais à la maison. Donc moi je commence à trembler, je sais plus quoi faire. Et je n'arrivais pas à y croire encore. Pour moi, voilà, il était peut-être... parce que elle m'aurait dit, on l'a poignardé Guy Morel, j'aurais cru qu'il était encore vivant. Mais elle m'a dit, il est mort. Mais j'avais du mal à y croire, quoi, enfin encore, je comprenais pas, quoi. C'était trop choc, quoi, enfin trop violent pour moi. Un jeune abattu en plein jour dans une allée de la cité, c'est tout sauf une nouveauté. Exécution à bout portant, deal d'héroïne, trafic en tout genre. Les habitants du Clos Saint-Lazare ne sont pas vraiment surpris, même si on ne s'habitue jamais à cette violence ordinaire. Mais l'identité de la victime provoque malgré tout la stupeur, l'incompréhension. Ce jeune homme sans histoire, qui allait prochainement fêter ses 20 ans, était unanimement apprécié dans ce quartier. Guy Morel, c'était quelqu'un que je considérais comme un frère, parce que j'ai grandi avec lui. C'était quelqu'un qui était très proche de moi, j'étais très proche de lui. C'était quelqu'un qui était vachement réservé, qui était brillant, je pense. Voilà. C'était quelqu'un qui était très intelligent et vachement réservé et adorable. Dès que j'ai aménagé ici, Guy Morel a fait partie des premiers jeunes qui sont venus, oui bonjour madame, si vous avez besoin de quelque chose, on peut vous aider à aménager. Dès qu'on faisait des courses ou n'importe quoi, c'est toujours madame on vous aide. C'est vraiment le gamin serviable. C'est un gars qu'on peut apprécier. Il n'avait jamais d'histoire, tout ça avec tout le monde, donc voilà. Il s'attachait très vite aux gens. Il nous apportait toujours sa bonne humeur, sa joie de vivre. Il avait toujours le sourire, quoi qu'il arrive, tout le temps. Même quand il voyait qu'on n'était pas bien, il était là pour nous faire un peu rire, pour nous parler, pour nous réconforter quand ça allait pas. Et il était toujours présent quand on avait besoin de lui, toujours. Guy Morel est né le 11 décembre 1990. Après la séparation de ses parents, il a grandi ici au Clos Saint-Lazare, entouré de sa mère et de sa jeune sœur Olivia. Il a également un frère et une sœur nés d'une précédente union de sa mère. Très tôt, le jeune garçon se découvre une passion qu'il partage avec ses copains d'enfance et de lycée. On a fait de la musique ensemble, on a commencé. Guimau, il avait un talent que je ne peux pas décrire. Moi, c'est lui qui m'a presque lancé, parce que moi, je me rappelle, quand on a commencé, lui, il était déjà dedans. Moi, il écrivait déjà des textes, moi, j'en écrivais pas encore. Au lycée, on rappait dans la cour. Quand il y avait les récréations, pendant 15 minutes, on était en train de rapper ensemble. On faisait ce qu'on appelle des freestyles. Il écoutait de tout. Guy Morel, c'était quelqu'un, il écoute tous les artistes. Tout le monde était fort pour lui, tout le monde avait quelque chose dans la musique. Voilà, c'est quelque chose que, même des fois, je m'énervais contre lui pour ça. Parce que des fois, je disais, arrête, vas-y, ils sont pas forts. Des fois, on s'embrouillait pour ça, des fois. Et voilà, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Lui, il était déterminé à réussir. Il voulait même commencer à faire des études d'ingénieur de son, parce qu'il faisait aussi des instrumentales. Il voulait devenir un grand ingénieur. Il n'était pas que dans le rap, chanter. Il voulait faire plus que ça. Très vite, j'avais vu qu'il voulait faire la musique, donc j'avais dit à ma mère, cherche dans tes contacts aux États-Unis s'il y a quelqu'un que tu connais pour le pousser vers là-bas. La mère de Guy Morel retrouve la trace d'un cousin éloigné, passionné de rap, qui vit à Boston. C'est comme si c'était un rêve qui a toqué à sa porte. Il a un cousin qui est en Amérique, qui rappe en anglais.
Et voilà, c'était quelque chose de merveilleux pour lui. Et donc je lui dis à maman, bah attends, il faut absolument qu'il y aille, ça serait génial pour lui. Et donc du coup, elle avait économisé pour qu'il y aille. Guy Morel s'envole pour les États-Unis et passe 2 mois à faire de la musique dans un studio avec son cousin, Sonny. À la fin du mois d'août, le jeune homme revient à Stein. Il a des rêves plein la tête. Même physiquement, il a changé. Ouais, il avait changé. Ouais. Je me rappelle 2 semaines avant qu'il soit assassiné, je suis passé, donc tranquille, on discute tranquillement ici. Et après, je le vois qui s'en va avec une petite veste rouge, des comment ça s'appelle, les Ray-Ban classiques à la Malcolm X là, mais des lunettes de vue. Je dis mais tu portes des lunettes de vue? Il me fait non, c'est juste pour le style. Je dis bon. Et donc avec des baskets, il avait changé de look et franchement il s'était transformé en beau gosse quoi. Il m'a dit qu'il allait repartir en décembre. Il m'a dit qu'on y va ensemble cette fois-ci. On devait aller. Il m'a dit en décembre, on va y aller. On devait aller ensemble, mais malheureusement, on n'a pas pu y aller. Réussir dans la musique aux États-Unis avec son ami d'enfance. Le rêve s'est fracassé sur l'asphalte de l'allée Max Jacob. Ce 13 octobre, la nuit vient de tomber sur le clos Saint-Lazare et les enquêteurs sont toujours sur le lieu du crime. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La police judiciaire identifie plusieurs témoins du drame. On peut résumer les témoins à 5. Il y a eu 2 témoins oculaires directs de la scène de crime et 3 autres témoins du lieu où s'est effondré Guy Morel. Sur les 2 témoins oculaires, il ressort non pas des bagarres, mais en tout cas des interpellations assez fortes au niveau de la voix de la part de Guy Morel, avec notamment cette phrase qui sera répétée par 5 témoins de « fais pas le con ». Ce fait pas le con est fait au niveau du hall d'immeuble, de l'entrée. Donc il y a cet échange verbal et on a les courses qui tombent à terre. Il y a un bruit sourd qui est entendu par la voisine du palier de Guy Morel. Grâce à ces témoignages, il est possible de reconstituer la suite des événements. J'ai vu un individu noir sortir du couloir. Immédiatement après, j'ai vu un blanc porteur d'un jogging et d'un sweat à capuche gris sortir du même bâtiment et lui courir après. S'ensuit une empoignade et un couteau dans la main de l'homme dit arabe. Il a saisi le noir par derrière en ceinturant son cou avec son bras gauche et il lui a donné un coup de couteau au niveau du haut du ventre. Le coup était tellement violent que ça a transpercé les poumons, le cœur et brisé une côte. Donc c'est qu'il faut... Le témoin oculaire va parler de plusieurs allers-retours au niveau du bas-ventre et du thorax. Guy Morel s'arrête, ouvre son pull, voit du sang jaillir et va courir 125 mètres avant de s'écrouler. Tandis que son agresseur prend la fuite, Guy Morel sent ses dernières forces l'abandonner. Effectivement, ayant été atteint au cœur, le souffle a été coupé et se sentant partir, il a dit cette phrase qui va hanter bon nombre de ses témoins, « Kevin m'a tué ». Les témoins entendent distinctement le prénom livré par Guy Morel et en informent la police. Les bruits commencent à courir au sein de la cité. Il n'y a pas moins d'une centaine de personnes autour du corps de Guy Morel. Et la police fait état dans ses procès-verbaux de à peu près 5-6 jeunes qui vont se présenter spontanément à la police. Il y a un petit dialogue en off qui se fait entre la police et ces jeunes-là. Et ces jeunes s'engagent à aller interroger un peu la cité sur les rumeurs qui courent pour donner de plus amples informations. Donc entre, je dirais, à peu près 17h et 19h du soir, il y a un aller-retour d'informations officieuses qui se met en place. Quelques jeunes du Clos Saint-Lazare mènent donc l'enquête pour le compte des policiers. Dans ce quartier, ma foi, ultra sensible, les rapports entre les forces de l'ordre et les habitants se sont tellement dégradés ces dernières années qu'il n'y a guère d'autre solution pour obtenir des informations. Pendant ce temps, les enquêteurs s'intéressent à un camion de livraison blanc, un peu comme celui-ci. Il stationne depuis le début de l'après-midi devant le domicile de Guy Morel. Et sur le siège passager, une feuille de paix au nom d'un jeune homme de 21 ans, un certain Kevin. La police tient un suspect, le jeune Kevin,
d'origine italo-algérienne, habite à moins de 800 mètres de l'allée Max Jacob. Les deux garçons se connaissaient-ils? Quelle est la raison de cette agression? Difficile de comprendre ce qui a pu se passer sans considérer le climat qui règne ici. Cette cité, en plein cœur de Stein, bâtie à la fin des années 60, regroupe près de 12 000 habitants. En 2007, elle a fait l'objet d'une émission spéciale sur France 2. Son titre, Anatomie d'une cité de non-droit. Une cité de non-droit, c'est d'abord un monde replié sur lui-même. Il a fallu de longues semaines à notre équipe pour pénétrer le quartier du Clos Saint-Lazare à Stein. Attention, ce document peut être choquant à de nombreux égards, mais il ne s'agit pas de décrire la banlieue en général, plutôt un quartier où la République a reculé pas à pas pour laisser place aux trafiquants, à leur violence et surtout à la peur. Le Clos Saint-Lazare, plaque tournante de la drogue en région parisienne, est tristement réputé pour ses règlements de compte sur fond de misère économique et sociale. Les gens, ça les choque même plus, voir des morts. C'est triste. Après, non, des fois, on peut se dire, bien sûr, on peut se dire, on peut être au mauvais moment, au même endroit. Le but du jeu, c'est de sortir d'ici le plus rapidement possible, puis rester dans les quartiers, parce que c'est pas le top, c'est pas une bonne vie. Hein. On est dedans, mais on n'est pas à l'aise, on n'est pas du tout à l'aise. Il faut avoir une vie comme tout le monde, on donne tout le temps le 93, qui se tape partout. Ça choque un peu, quoi. Je me dis,